Cette vidéo sert d'introduction à une classe inversée de thermochimie. Après quelques brefs rappels autour de la notion d'énergie, la notion de variation d'enthalpie est introduite, puis sont présentées deux méthodes pour déterminer ces variations d'enthalpie lorsque la réaction a lieu en solution avec un calorimètre et lorsque la réaction n'a pas lieu en solution dans une bombe calorimétrique. Entre les vidéos, vous trouverez des questions qui sont posées pour mettre les élèves en activité et les faire réfléchir. Nous avons vu précédemment qu'il existe des réactions qui sont exoénergétiques, c'est-à-dire qui dégagent de l'énergie. Il existe également des réactions qui sont, elles, endoénergétiques, c'est-à-dire qu'elles absorbent de l'énergie. Pour comprendre ces notions, il est important de différencier le système, c'est-à-dire le lieu de la réaction chimique, les substances, de son environnement. Dégager de l'énergie, cela signifie en fait que le système perd de l'énergie, mais que l'environnement, lui, va en récupérer. Absorber de l'énergie, cela signifie que c'est l'environnement qui va donner de l'énergie au système. Donc lorsque l'on dit que les réactions dégagent de l'énergie, cela veut dire que le système dégage de l'énergie, le système perd de l'énergie, mais nous sommes dans l'environnement et nous récupérons donc cette énergie. Et inversement pour les réactions endoénergétiques. Notons cela dit qu'il y a conservation de l'énergie. L'énergie ne peut se perdre ou être créée. En conséquence, nous savons que l'énergie perdue par le système dans une réaction exoénergétique est égale à l'énergie gagnée par l'environnement. De même, pour la réaction endoénergétique, l'énergie gagnée par le système correspond à l'énergie perdue par l'environnement. Les échanges d'énergie entre système et environnement peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent se faire sous forme de chaleur, il peut aussi y avoir un travail mécanique, ou alors une énergie électrique, ou finalement une énergie rayonnante, c'est-à-dire de la lumière. On peut quantifier ces formes d'énergie, et pour cela, nous allons utiliser une unité. En l'occurrence, on choisit généralement le joule, mais on peut parfois aussi entendre parler de calories. Le lien entre ces deux unités est qu'une calorie équivaut à 4,18 joules. Les joules font partie du système international des unités. La calorie, elle, représente une augmentation de 1 degré pour 1 gramme d'eau. Nous étudierons cette année la thermochimie, c'est-à-dire la science qui s'inquiète des échanges de chaleur. L'énergie d'un système peut être définie comme sa capacité à accomplir un travail et ou à fournir de la chaleur. C'est-à-dire que nous nous occuperons cette année principalement d'observer des systèmes qui vont dégager de la chaleur sans accomplir un travail. On pourra donc déterminer à ce moment-là que la chaleur fournie correspond à l'énergie du système, ce qui simplifie bien sûr la problématique. En nous intéressant à l'étude des transferts d'énergie calorifique au cours des réactions chimiques, nous aurons, comme nous l'avons vu précédemment, deux cas. Les réactions exoénergétiques et les réactions endoénergétiques. Les réactions exoénergétiques dégageant de l'énergie qui sera transmise à l'environnement, les réactions endoénergétiques absorbant de l'énergie fournie par l'environnement. Afin de mesurer les variations d'énergie calorifique au cours des réactions chimiques, les chimistes utilisent une grandeur H qui est appelée enthalpie. On peut également appeler cette grandeur chaleur interne. La mesure de la variation d'enthalpie va se passer à pression constante et va nous permettre de comprendre ce qu'il se passe au niveau du système en faisant la différence d'enthalpie entre le début et la fin. Si le système ici perd de l'énergie, ça veut dire que son énergie finale sera plus petite que son énergie initiale. Finale moins initiale, on aura donc une enthalpie ici qui sera plus petite que 0. Par contre, dans ce cas, l'énergie finale sera plus grande que l'énergie initiale. La différence sera donc plus grande que 0. Rappelons qu'il y a conservation de l'énergie et que donc si le système gagne de l'énergie, c'est que l'environnement en a perdu. En additionnant l'énergie gagnée par le système à l'énergie perdue par l'environnement, on devra toujours trouver 0. De même dans le cas d'une réaction exoénergétique, si on additionne l'énergie perdue par le système à l'énergie gagnée par l'environnement, on devra également trouver 0.
Afin de mesurer l'énergie dégagée par une réaction en solution, nous avons l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle un calorimètre, c'est-à-dire simplement un récipient qui a des propriétés isolantes, comme un pot en polystyrène expansé. On introduit un thermomètre pour observer la variation de température et donc le mélange réactionnel, ici en solution. La loi de conservation de l'énergie nous dit qu'en additionnant toutes les énergies, perdues ou gagnées, eh bien nous allons trouver 0. Cela signifie que si on additionne l'énergie, par exemple, perdue par la réaction et celle gagnée par l'environnement, ou alors celle gagnée par la réaction et celle perdue par l'environnement, on aura forcément 0. Alors la réaction, ce sera ce qu'on va chercher, et puis l'environnement ici, c'est la solution, c'est-à-dire l'eau, mais c'est également le calorimètre sous sa forme de pot en polystyrène expansé qui peut absorber de l'énergie. On peut donc détailler la chaleur reçue ou perdue par l'environnement sous la forme de la chaleur reçue par l'eau et celle par le calorimètre. Calculer la chaleur reçue par l'eau est assez simple, nous pouvons la déterminer grâce à cette relation. La chaleur est égale à la masse fois ce qu'on appelait anciennement la chaleur massique ou chaleur spécifique, mais qu'on appellera ici capacité thermique massique, qui correspond au nombre de joules nécessaires pour augmenter 1 gramme d'eau de 1 degré Celsius ou 1 degré Kelvin. Et en multipliant ces deux termes par delta T, donc par la variation de température, on obtient l'énergie qui a été reçue ou perdue éventuellement par l'eau. Dans le cas du calorimètre, on ne va pas pouvoir détailler sa masse et sa composition. Généralement, on en fait un seul et unique terme qu'on va appeler capacité calorifique du calorimètre et qu'on devra déterminer avant la réaction pour pouvoir réaliser ce calcul. Donc la chaleur reçue par le calorimètre sera cette fois cette capacité calorifique déterminée précédemment fois la variation de température. Il arrivera dans certaines expériences que l'on fera l'approximation de dire que le pot en polystyrène expansé isole parfaitement et que donc le calorimètre n'entre pas en jeu, que seule la réaction et l'eau vont jouer un rôle dans ces transferts de chaleur et on simplifiera le problème en ne tenant pas compte de ce calorimètre, ce qui peut être une approximation convenable selon les cas. À la place d'un calorimètre, lorsque la réaction n'a pas lieu en milieu aqueux, nous utiliserons une bombe calorimétrique. Une bombe calorimétrique permet d'avoir une chambre dans laquelle nous allons faire une réaction, par exemple une réaction de combustion, et il y aura transfert de l'énergie de cette combustion à l'eau. Donc on aura à nouveau l'addition entre la chaleur perdue par la réaction et puis la chaleur gagnée par l'environnement qui sera égale à 0 puisqu'il y a toujours conservation de l'énergie. Par contre, pour l'environnement, on aura l'eau, mais on aura également tous les autres matériaux du calorimètre. Et ici, au lieu d'approximer et puis de dire qu'on peut regarder par exemple que l'eau, ce serait pas une erreur négligeable, eh bien ce que nous allons faire, vu que la quantité d'eau sera toujours la même et qu'ici elle n'est pas variable, nous allons considérer que tout ceci fait partie du calorimètre et il faudra étalonner le calorimètre pour déterminer la capacité calorifique du calorimètre, c'est-à-dire de combien cette eau va augmenter en fonction de l'énergie dégagée par la réaction. Donc on va d'abord faire une réaction connue dont on connaît la quantité d'énergie qu'elle va dégager. On va observer l'augmentation de température, ça nous permettra de déterminer la capacité calorifique du calorimètre qui s'exprime en joules par Kelvin. Et ainsi, on aura notre enthalpie de réaction additionnée à la chaleur du calorimètre qui donnera 0, ce qui nous permettra dans un second temps de déterminer une enthalpie inconnue.